Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui. Alors j'ai la lourde tâche, après ces différentes interventions introductives, d'assurer cette conférence et de tenir ces premiers propos devant vous. Donc j'en suis évidemment honoré. Je m'associe aux remerciements qui viennent d'être formulés, notamment pour Amandine Audouchy et Rachel François et Sarah Badran et tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce colloque. Je peux en témoigner en étant dans le comité d'organisation, ça a été évidemment un très très gros travail, donc bravo. Ensuite, le sujet qui est retenu, le handicap en 2025, l'effectivité des droits. Effectivement, nous sommes deux juristes à nous exprimer dans cette session. Franck Durand était retenu à Troyes, il représente l'université, il est vice-président pour la Champagne Sud et il avait des échanges notamment avec le recteur. Il vous prie de l'excuser, mais il va arriver peut-être un petit peu plus tard que prévu, donc il est possible que l'enchaînement qui était mentionné sur le programme ne soit pas tout à fait le même, mais en tout cas il viendra vous parler de la loi du 11 février 2005. Et donc quand nous avons tenu les réunions préparatoires à ce colloque, nous avons réfléchi aux thèmes que nous pourrions présenter. Et quand nous avons eu l'occasion d'échanger sur ces thèmes, il y a tout de suite un point qui a émergé pour moi, c'est la question de l'effectivité des droits. Pourquoi ? Parce que cette loi du 11 février 2005, vous le savez bien, nous fêtons les 20 ans cette année, et donc quand on regarde un petit peu ce qui a pu être publié, que ce soit la délégation aux Outre-mer du Sénat, délégation aux collectivités territoriales, commission des affaires sociales, le gouvernement, la défenseure des droits, de multiples travaux ont été réalisés pour fêter ces 20 ans. Et dans le cadre de ces travaux, il y a finalement, quand on en fait la synthèse, un bilan qui est souvent le même. Il y a des progrès qui sont indéniables sur le fondement des normes, que je viens de citer, notamment la loi du 11 février 2005, j'en citerai d'autres. Après, donc des progrès qui sont indéniables. Malgré tout, les difficultés subsistent pour ce qui concerne l'accessibilité et également l'aspect compensation du handicap pour les personnes en situation de handicap aujourd'hui en France. Et il y a donc une difficulté qui se présente pour cette effectivité des droits, leur mise en œuvre. Donc, l'idée, c'est de se dire, plutôt que de vous présenter un contenu avec des connaissances que vous pouvez trouver assez facilement, l'idée qui a émergé, c'est de se dire, finalement, essayons de tracer certains points de réflexion à vous soumettre sur le sujet. Je vais vous présenter un petit plan en ce sens pour essayer de commencer justement à peut-être comme ça, sur le chemin de la réflexion, placer des petits cailloux et susciter la réflexion de votre part. Ajouter un point, souvent quand j'interviens sur les questions qui sont liées au handicap, j'ai l'habitude de citer des études, des statistiques. Je vais m'arrêter à une statistique aujourd'hui. Je le fais parfois sur l'université, je ne vais pas le faire maintenant parce qu'on a une approche qui est plus globale, qui est nationale, mais revenir juste sur une statistique, 14,5 millions de personnes, selon la DREES, une étude qui est parue en novembre 2024, donc qui est récente, 14,5 millions de personnes, je vais parler peut-être un petit peu plus près du micro pour que vous m'entendiez bien, ont une limitation fonctionnelle durable, qu'elle soit liée au déplacement, qu'elle soit liée à des questions liées à l'audition, ou même, quand je vous parlais de déplacement, des difficultés à monter un escalier. Donc aujourd'hui, on le sait, dans le cadre de la société, le handicap est extrêmement présent, et vous le savez, il y a une expression qui est une expression récurrente, qui est l'idée d'avoir une société inclusive. Ici, on parle d'une université inclusive, et de s'interroger sur ce qu'est réellement une société inclusive. La société inclusive, évidemment, elle sera vraiment présente et effective le jour où on n'aura plus à s'interroger sur ce qu'est le handicap et la manière de l'accompagner. Et effectivement, aujourd'hui, on réalise qu'il y a encore du travail à réaliser en ce sens. Donc, voici mon plan. D'abord, une introduction, peut-être revenir en quelques mots sur la définition du handicap. Et en fait, évidemment, c'est une notion qui est une notion transversale, vous ne l'ignorez pas, et qui implique une multiplicité de situations. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de situation de handicap, avec des dimensions, on va les voir un petit peu plus loin dans le plan que je vais vous présenter, qui sont des dimensions qui me semblent pertinentes à traiter, à la fois géographiques et temporelles. Et j'aimerais revenir avec vous sur ces dimensions géographiques et temporelles et les difficultés qu'elles peuvent présenter et ce qu'elles nous permettent de conclure sur ces différents aspects. Et donc,
Vous le voyez, dans un premier temps, nous traiterons de l'ensemble des droits dont bénéficient les personnes en situation de handicap, qui sont des droits très variés. Il y a une multiplicité de situations, une multiplicité de droits, et donc l'effectivité est difficile. Pourquoi ? Parce que cette multiplicité de situations la rend difficile, et nous aurons l'occasion d'en parler. Et ensuite, donc, ce difficile accès aux droits résulte notamment d'une analyse de ces deux dimensions, me semble-t-il, sans avoir d'approche exhaustive, c'est-à-dire cette dimension géographique, nous aurons l'occasion de voir pourquoi, et ensuite cette dimension temporelle, et sur la base des quelques réflexions que j'aurai l'occasion de vous présenter, on essaiera ensuite d'avoir une petite conclusion. Donc, un ensemble de droits variés. Pour débuter, définition que je vous soumets, vous connaissez très probablement cette définition qui est présente dans le Code de l'action sociale et des familles et dans la loi du 11 février 2005 et qui fait notamment référence pour le handicap à des fonctions qui sont des fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques d'un polyhandicap, d'un trouble de santé invalidant avec une altération qui va être substantielle, durable ou définitive. Et cette question de l'altération substantielle, durable ou définitive, elle est très importante parce qu'effectivement, par rapport à de la maladie, et quand on s'intéresse à la jurisprudence et à la définition de ce qu'on peut trouver comme étant de la maladie ou des pathologies, on va ajouter cette dimension durable ou définitive, et ça a donné lieu à plusieurs jurisprudences. J'aurai l'occasion de vous en reparler juste après. En dessous, je vais aussi citer la définition de l'OMS, je ne vais pas m'apesantir dessus, et j'ai mis un petit diagramme pour évoquer la diversité des situations qui peuvent être rencontrées aujourd'hui. Et peut-être ce qu'on pourrait dire sur ce diagramme, je ne vais pas vous le lire, je vous laisse le voir derrière, simplement c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien que pour ce qui concerne le handicap, il y a notamment les situations de handicap invisibles qui sont particulièrement difficiles à accompagner aujourd'hui, et que de plus, il y a également des situations liées notamment à tout ce qui est TDAH, et nous en parlons en connaissance de cause ici au sein de l'université, troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, parce que nous venons de rejoindre le programme Atypie Friendly dans ce cadre, et l'on sait bien qu'il y a de multiples situations. On peut penser à tout ce qui est 10 par exemple, que vous connaissez probablement, troubles du spectre autistique, etc. etc. Et donc des situations qui sont, comme je vous l'expliquais, assez compliquées à accompagner. Et donc, sur la base de ce que je viens de vous dire, quelques constats. D'abord, je viens de l'expliquer, le handicap est un thème transversal. Moi, je l'ai dit, je suis professeur de droit pharmaceutique, ou SAR, plus exactement l'a précisé, et puis je suis référent handicap aussi au sein de l'université. Donc, finalement, j'approche le handicap avec une vision peut-être plus théorique et pratique avec ce qui est fait au sein de l'université. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'on a des directions et des services, et aujourd'hui, toutes ces directions et tous ces services sont associés à l'accompagnement à la fois des étudiants et des personnels. Donc, nous aurons l'occasion d'y revenir, mais que ça concerne effectivement l'accompagnement des étudiants pour toute la partie à la fois suivi des cours, examens qui sont passés, l'accompagnement des personnels, tout ce qui concerne aussi l'accessibilité au cadre bâti, au cadre non bâti, les questions liées aux services, les questions de communication, de sensibilisation, tout ce qui concerne la politique des achats, et donc, en fait, font que les directions, les services sont associés. Et on a donc une dimension qui est transversale. Je cite souvent dans mes interventions liées au handicap les mots qui ont été tenus par un professeur, Mireille Delmas-Marty, qui expliquait ceci: le droit a horreur du multiple. Accompagner et encadrer des situations qui sont aussi variées par des normes, c'est particulièrement difficile, et nous aurons l'occasion d'y revenir juste après. Ensuite, donc, nombre de situations très variées, je viens de vous l'expliquer. Il concerne l'ensemble de la société, et donc il faut trouver des réponses, mais qui sont des réponses complexes. Ensuite, nous allons nous intéresser aux droits concernés. Et finalement, quand on lit la loi du 11 février 2005, je ne vais pas déflorer ce que va dire mon collègue qui viendra s'exprimer après moi, mais ce que l'on constate, c'est qu'il y a finalement à la fois des droits qui ont une portée peut-être plus générale. Je pense au droit à la compensation que vous avez sous les yeux, avec par exemple
la prestation compensation du handicap que vous connaissez probablement, qui permet d'aider les personnes en situation de handicap avec des prestations qui sont des prestations en nature, mais en réalité la compensation va bien au-delà. L'idée, c'est de permettre à des personnes qui sont en situation de handicap, en fonction du handicap qu'elles connaissent, de bénéficier de compensation pour avoir une capacité à finalement mieux vivre, à la fois dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur vie professionnelle, ou par exemple dans des établissements d'enseignement. Et ensuite, le droit à la solidarité. Et effectivement, quand on fait référence au droit à la solidarité, on peut penser là aussi à l'allocation pour adultes handicapés, dont je vous redirai un mot après, qui est un minimum solidarité financé par l'État, mais c'est la même chose en fait. La solidarité, elle va bien au-delà, et l'idée, c'est justement de permettre une meilleure accessibilité, une société inclusive et la possibilité d'accéder aux mêmes services, aux mêmes prestations, de manière identiques à des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Et à côté de ces droits, donc effectivement, il y a des droits qui sont peut-être plus précis, qui sont cités. Je vous parlais de l'accessibilité au cadre bâti, au cadre non bâti, les questions liées à la scolarité, l'accessibilité à la scolarité, l'enseignement supérieur, par exemple le droit opposable à la scolarité, la possibilité pour les parents de demander à ce que leurs enfants puissent être scolarisés dans un établissement qui est à proximité du lieu où ils résident. L'insertion professionnelle avec la loi qui a été adoptée le 10 juillet 1987 et qui fixait notamment un seuil que vous connaissez probablement, ce seuil des 6% d'employabilité, à la fois dans des entreprises et dans les établissements publics qui ont au moins 20 personnes qui sont employées. On sait que ce seuil peut éventuellement être amené à évoluer. Et finalement, le constat qui est effectué aujourd'hui, c'est que pour toutes ces questions-là, et je vais y revenir un petit peu après, on a des objectifs qui ont été fixés, mais qui n'ont pas forcément aujourd'hui été atteints. Donc, à la fois, ils ont le mérite d'être fixés, ces objectifs. La loi a effectivement cet intérêt de les mentionner. J'aurais pu mentionner, par exemple, les institutions qui ont été créées par cette loi du 11 février 2005 ou d'autres droits, mais ça nous permet de comprendre aussi qu'effectivement, on a une approche qui est une approche à la fois générale, plus spécifique selon les droits qui sont concernés et les difficultés qui sont rencontrées. Pourquoi les traiter sous le champ de l'effectivité et qu'est-ce que l'effectivité? Vous voyez derrière moi sur la diapositive l'idée d'un degré de réalisation dans les pratiques sociales des règles énoncées par le droit. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que les normes qui sont adoptées soient applicables. Et pour les rendre applicables, ce qui est délicat, c'est qu'une loi ne suffit pas, parce que la loi est un texte général. Souvent, il faut des textes de mise en œuvre. Vous connaissez probablement les décrets d'application, par exemple. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, d'autres questions vont se poser. Est-ce que la norme est bien rédigée ? Est-ce qu'elle correspond aux difficultés qui sont rencontrées? Est-ce qu'elle est adoptée dans le bon timing, cette norme? Et ensuite, dans quelles conditions on peut la mettre en œuvre? Est-ce que ça répond aux difficultés qui sont rencontrées? Toutes ces questions se posent. Ça montre à quel point, à la fois, le travail du législateur est délicat et du pouvoir exécutif aussi, parce qu'il faut être capable de répondre aux évolutions de la société dans un temps donné. Et nous aurons l'occasion de parler à la fin de mon intervention, et je regarde l'heure pour essayer d'être dans le tempo de ce qui a été fixé. Donc, quand nous aurons l'occasion de terminer sur ces quelques propos, montrer par exemple qu'aujourd'hui, le handicap et le numérique et l'intelligence artificielle, ça peut être un vecteur d'évolution formidable, mais ça pose des questions aussi qui sont très importantes liées à la déshumanisation de l'accompagnement du handicap. Donc, les problèmes liés à l'effectivité, et je viens de les citer assez rapidement, un pluralisme de réformes qui favorise la diversité des situations, et comme je vous l'expliquais, des questions de timing, d'adoption de ces normes, la pertinence, la faisabilité de la mesure, parfois une réception qui peut être mitigée de la part des personnes en situation de handicap ou des professionnels qui sont concernés ou des personnes de la société, et puis donc des droits garantis qui peuvent-ils bénéficier ou peuvent-ils faire bénéficier de voies permettant d'en obtenir le respect? C'est toute la difficulté. Et souvent, quand on fait référence à ces questions de droit et de respect à ces droits, on traite de la discrimination et de la discrimination qui peut être pratiquée à l'égard des personnes en situation de handicap. Alors,
comme j'ai dit, j'ai déjà beaucoup parlé, je sais que le temps passe et je vais essayer d'être relativement bref. J'ai 2 diapositives sur ces questions. La première diapositive concerne une publication de la Défenseure des droits qui porte sur les discriminations, les cas de discrimination qui peuvent être rencontrées et les réclamations dont elle fait l'objet. Vous voyez que les réclamations ici, elles sont citées, donc vous voyez emploi public, éducation, formation, emploi privé, biens et services, avec les pourcentages qui sont répartis. Et en fait, la lutte contre les discriminations, je voudrais juste rappeler un point, c'est la définition de ce qu'est la discrimination. La discrimination, elle peut être rencontrée dans 2 cas. Soit c'est le fait de traiter de manière différenciée des personnes qui devraient bénéficier d'un traitement similaire, ou au contraire, d'avoir un traitement similaire pour des personnes qui devraient bénéficier d'un traitement différencié. Et quand on s'intéresse à la jurisprudence, qu'elle soit nationale ou de l'Union européenne, dans le cadre de cette jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, on constate qu'il y a des cas qui sont extrêmement variés et qui ont donc fait l'objet de décisions. Je vais vous en citer un qui me semble intéressant. Il y a beaucoup de cas de jurisprudence chaque année. Un cas qui me semble intéressant parce qu'il permet d'illustrer à la fois quel est le rôle du juge dans ce cadre, parce que le recours évidemment à la justice est très important, et aussi comment procéder pour interpréter des normes. C'est une affaire qui date du 17 juillet 2008, je la cite assez souvent dans le cadre de mes interventions, l'affaire Coleman. C'est une femme qui est secrétaire dans un cabinet juridique, et cette femme donc est enceinte, elle a un congé maternité, accouche, et elle a un enfant qui est lourdement handicapé. Elle revient travailler au sein du cabinet juridique, et elle constate de la part des employeurs une approche qui est différente de celle qu'elle connaissait auparavant, c'est-à-dire que concrètement, elle ne bénéficie pas des mêmes droits que les personnes qui ont accouché, qui ont des enfants en bas âge. Elle n'a pas son 80% thérapeutique, enfin 80% en tout cas travaille à 80%. Elle n'a plus les mêmes rapports avec ses employeurs qui lui disent globalement qu'elle ne travaille plus assez, qu'elle ne fait plus assez d'efforts. Et elle se trouve dans une situation qui est tellement délicate que finalement, elle va donc avoir un chômage volontaire. En fait, elle va avoir un départ négocié. Et à l'issue de ce départ négocié, elle va échanger avec d'autres avocats qui vont donc lui conseiller de faire un recours. Et dans ce cadre précis, elle va saisir une juridiction anglaise et qui va surseoir à statuer parce qu'il y a notamment une norme européenne qui va être invoquée. Donc la juridiction anglaise, les juges vont estimer que c'est au niveau européen que la question doit être tranchée, interprétée, et donc il y a ce qu'on appelle une question préjudicielle, et c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui va réaliser une interprétation sur cette question-là. Est-ce qu'on a une discrimination liée au handicap, alors que ce n'est pas la personne elle-même qui est atteinte par ce handicap, mais c'est son enfant qui est né. Et il ne peut pas y avoir de discrimination liée au handicap, c'est prévu, notamment dans des différents textes européens, notamment une directive 2078 CE qui, justement, est relative à la discrimination dans le cadre de l'emploi. Et donc, les juges au niveau européen, au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, je vais faire assez bref, mais vont considérer que l'interprétation à donner de ce texte, c'est de considérer qu'on ne se limite pas simplement aux personnes qui sont elles-mêmes handicapées, mais qu'il faut aller au-delà et que la finalité du texte, c'est de permettre aussi de protéger des personnes qui accompagnent des personnes en situation de handicap, que ce soit des ascendants ou des descendants notamment, donc des enfants ou des parents. Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette jurisprudence, vous voyez, qui a 17 ans maintenant, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne met en avant le fait d'avoir une interprétation qui peut être extensive selon les situations. Et évidemment, ces normes doivent faire l'objet d'interprétations. Ensuite, pour le difficile accès au droit, j'ai évoqué avec vous 2 dimensions que je voulais mettre en exergue dans ce 2e point. La première dimension porte donc sur cet aspect et cette vision géographique, la disparité entre les territoires. En préparant mon intervention, j'ai eu l'occasion de lire certains travaux qui ont été publiés notamment par des géographes. Et moi, je connais assez mal, je dois vous dire, le travail des géographes, mais j'ai constaté qu'il y a des travaux, notamment qui ont été réalisés dans le monde anglo-saxon depuis les années 70 par des géographes, justement sur le handicap et l'espace, le handicap dans l'espace, et la question des territoires et des disparités selon les territoires. Et je voyais les travaux, par exemple,
un chercheur qui s'appelle Henri Lefebvre, qui en France a eu l'occasion de beaucoup travailler sur ces questions-là, Geography of Disabilities, en anglais, parce que ça vient du monde anglo-saxon. Et donc, effectivement, ce que ces travaux montraient, c'est qu'il y a des approches qui sont différenciées selon les territoires, et on le sait maintenant, mais qui peuvent avoir des conséquences qui sont des conséquences très importantes pour l'accompagnement du handicap. Et donc, juste en guise d'introduction, je vais faire assez bref, mais vous voyez, la délégation aux Outre-mer du Sénat vient de publier un rapport qui porte justement sur ce qui concerne l'accompagnement du handicap dans les départements et les régions d'outre-mer. Et le constat qui est effectué, c'est que d'abord, il y a un nombre de personnes en situation de handicap beaucoup plus conséquent que sur le territoire métropolitain. Bon, et ça, c'est quelque chose qu'on savait, mais le constat général qui est effectué, et vous le voyez en dessous, il est très clair, c'est qu'aujourd'hui, on a une prise en charge qui est nettement insuffisante dans ce cadre-là. Et je trouvais ça assez intéressant, parce que vous voyez, le rapport qui date en tout cas déposé le 3 juillet 2005, donc tout récent sur cette question, je trouvais intéressant donc d'avoir cette vision qui est une vision territoriale. Différents engagements ont été pris dans le cadre de la Conférence nationale du handicap du 26 avril 2023, et notamment celle de la création d'une mission dédiée à l'amélioration de l'accès aux soins et à la prévention pour les personnes en situation de handicap. Et ce qu'on constate, les études qui ont été publiées montrent qu'aujourd'hui, et cela ne va probablement pas vous surprendre, mais les structures de soins sont insuffisamment accessibles pour les personnes en situation de handicap, et qu'il y a des disparités qui sont marquées, des disparités territoriales qui justifient notamment l'instauration de cette mission. Et nous parlions tout à l'heure de handifaction notamment, et du baromètre handifaction et de la charte Romain Jacob, et de tout le travail qui est effectué dans ce cadre-là. Et le constat est globalement le même. Les personnes en situation de handicap ont 2 fois plus de difficultés d'accès aux soins que le reste de la population. Et donc, on a ces disparités territoriales qui sont extrêmement marquées. Je voulais aussi m'arrêter sur un point qui me semble fondamental et qui va encore peut-être illustrer de manière plus claire ce propos, et qui concerne les disparités d'accès aux prestations selon les territoires. 16 juillet 2025, rapport à la fois de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales. Rapport qui est particulièrement intéressant sur ces questions-là, et qui va faire référence notamment, donc vous le voyez, à ces différentes prestations que vous connaissez, l'allocation adulte handicapé, on le disait, minimum social, financé par l'État, allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Donc là, on a une aide qui est une aide monétaire, pas de conditions de ressources, et c'est la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie qui la finance. Ensuite, prestation de compensation du handicap, allocation personnalisée d'autonomie, financée par le département avec l'aide de la CNSA. Et là, cette fois, on a un plan personnalisé qui est réalisé dans ce cadre-là. Et enfin, aide sociale à l'hébergement, financée par le département, avec donc cette fois des conditions de ressources qui sont mises en œuvre. Et le constat qui est effectué, et je vous l'ai mis ici, et vous l'imaginez bien, c'est qu'il y a des disparités qui sont extrêmement marquées selon les territoires pour l'attribution de ces prestations. Alors j'ai essayé de synthétiser ce qu'on pouvait voir dans ce rapport. Vous le voyez, les écarts les plus marqués concernent l'ASH, l'aide sociale à l'hébergement pour les personnes âgées, ratio de 8 entre le taux minimal des bénéficiaires et le taux maximal, l'allocation d'enseignement, d'éducation pour les enfants handicapés, ratio de 6, et prestation de compensation du handicap, ratio de 5. Donc c'est vraiment, les disparités sont particulièrement marquées. Juste, j'ai mis une petite diapo derrière sur les causes explicatives. Les montants moyens, vous voyez, par bénéficiaire aussi, pour l'ASH, personnes âgées, ratio de 12. Prestation de compensation du handicap, ratio de 4. Et ASH, personnes handicapées, ratio de 3. Donc en fait, ça veut dire tout simplement qu'on a des disparités qui sont des disparités extrêmement marquées. Vous voyez, et là, il y a des diagrammes qui ont été réalisés dans ce cadre-là. En haut, c'est pour l'allocation personnalisée d'autonomie. En bas, c'est pour l'aide sociale à l'hébergement. Et vous voyez, au centre, vous avez les taux de bénéficiaires, et à droite, les montants par bénéficiaire. Et même si vous êtes peut-être un petit peu loin et que vous avez du mal à le distinguer, vous voyez que c'est disparate selon les départements concernés. Donc, dimension géographique, ça représente ces prestations, ces aides
30 milliards d'euros en 2023, 1% du PIB, vous le voyez, et avec donc des financements qui sont conséquents, départements, État, CNSA. Et juste les constats qui sont effectués dans le rapport pour expliquer ces disparités aussi fortes. Pour l'allocation d'éducation pour l'enfant handicapé, c'est notamment une logique de souplesse dans la réglementation et effectivement des aides versées par CAF et MSA avec un contrôle d'effectivité qui n'est pas obligatoire et qui en réalité est diversement mise en place. Prestation de compensation du handicap, allocation personnalisée d'autonomie, là, on l'expliquait précédemment, en fait, on a un caractère qui est très individualisé, avec des plans personnalisés et donc des besoins variés. Et puis, l'aide sociale à l'hébergement, on a des pratiques variées, ou en tout cas, le constat qui est effectué dans le rapport, ce sont des pratiques qui sont variées selon les départements, avec des prises en charge de ressources et de charges pour évaluer donc le reste à charge et ce que cela peut représenter. Ensuite, et grossièrement, je regarde ma montre et je vais faire vite pour terminer. Donc, évoquer aussi avec vous une dimension temporelle. La temporalité du droit, on connaît bien cette question. C'est une question qui est une question très sensible parce que je vous l'expliquais tout à l'heure. La difficulté, c'est d'être capable d'adopter des normes qui sont des normes adoptées dans le bon timing et qui sont rédigées pour être capable de répondre à des situations qui sont souvent des situations complexes. Et vous voyez quelques normes, à la fois des normes qui sont adoptées au niveau international, Convention relative aux droits des personnes handicapées, vous connaissez probablement, 12 décembre 2006, ratifiée par la France en 2010, Conseil de l'Europe, Charte sociale européenne du 18 avril 1961, qui a été révisée, 3996, la France ratifie les différents protocoles en 1999, au sein de l'Union européenne, la Charte des droits fondamentaux, du 7 décembre 2000, qui contient des articles qui sont relatifs au handicap, différentes normes, vous voyez, directives, je vous l'ai cité tout à l'heure, 2078 CE du 27 novembre 2000, qui porte création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, et qui permet de lutter contre les discriminations. Et puis aussi un texte beaucoup plus récent, vous voyez, directive du 17 avril 2019, qui en fait vient d'entrer en vigueur le 28 juin 2025, et qui est relative à l'accessibilité, vous le voyez, applicable aux produits et services et qui va concerner toutes les entreprises qui ont au moins 10 personnes salariées ou qui ont un chiffre d'affaires qui représente 2 millions d'euros avec des contraintes qui sont réellement marquées. Et je vous parlais de cette temporalité parce qu'on peut regarder au niveau national d'abord, il y a la nécessité évidemment de respecter ces textes internationaux et ensuite, au niveau national, il y a de nombreuses normes. Et là, je vous en ai cité quelques-unes, vous voyez, comme ça, que j'ai prises. Alors, c'est pas tellement que j'ai plus d'appétence pour ces normes que pour d'autres normes, mais parce qu'elles ont marqué. Et ensuite, j'aurais pu vous en citer bien d'autres. Mais donc, effectivement, et j'ai voulu prendre un exemple avec vous pour être concret. J'aurais pu parler d'autres points, et je vais faire très bref. Mais vous voyez ici, pour le cadre bâti, il y a des objectifs qui ont été fixés à échéance 10 ans dans la loi du 11 février 2005. Vous connaissez probablement ces objectifs. Et ils n'étaient pas atteint au bout de 10 ans. Donc, ce qui a été mis en place, c'est notamment ce qu'on a appelé des ADAP, des agendas d'accessibilité programmés, avec l'objectif, effectivement, pour les établissements qui reçoivent du public, d'avoir d'abord des investissements massifs. Et nous, à l'université, nous en avons bénéficié de ces investissements, et la volonté d'avoir justement une accessibilité qui deviendrait optimisée. En réalité, les objectifs fixés n'ont pu être atteints. Alors vous voyez, 900 000 ERP qui ont été engagés dans une mise en accessibilité sur près de 2 millions. Un fonds territorial d'accessibilité depuis le 2 novembre 2023, là aussi avec une échéance, c'est l'échéance 2027. Vous voyez, accélérer la mise en accessibilité de ces établissements qui reçoivent du public avec un financement de l'État à hauteur de 50%. Pourquoi je vous montre ça? Juste pour vous dire qu'il y a des objectifs qui sont fixés. Je vous parlais de temporalité et effectivement, cette temporalité, elle est absolument incontournable. Autre exemple, je fais très bref sur ce point-là aussi. Je répète que je fais très bref à chaque fois et finalement je parle, mais ça va être très rapide. Vous voyez, sur le logement, loi du 30 juin 1975, principe de l'obligation d'accessibilité des logements neufs. Plus de quotas pratiqués. C'est un principe qui s'applique à l'ensemble des logements neufs. Confirmé par la loi du 11 février 2005, loi du 28 juillet 2011, dérogation pour les logements destinés à l'occupation saisonnière ou temporaire. Et la loi Elan, du 23 novembre 2018, revient sur cette approche des 100% initialement exigés pour ces logements, donc neufs, et instaure un seuil de 20% des logements neufs en habitat collectif. Donc,
finalement, on peut parler de retour de ces quotas qui avaient été supprimés par cette loi du 30 juin 1975. Les autres logements doivent être, et vous le voyez, parce que je ne fais que répéter ce que j'ai mentionné sur ma diapositive, mais évolutifs, peuvent être rendus totalement accessibles par des travaux simples et à moindre coût. Et depuis le 1er janvier 2019, donc répertoire de logements locatifs des bailleurs sociaux qui doit renseigner sur le niveau d'accessibilité des logements. Et puis, donc, sur ce point de la temporalité, simplement la crise sanitaire. La crise sanitaire, vous savez, beaucoup de travaux ont été réalisés sur cette crise sanitaire. J'ai des collègues qui ont écrit sur ce qui est, par exemple, le droit de l'urgence et l'urgence du droit. C'est-à-dire toujours cette difficulté à répondre dans un temps imparti à des difficultés qui se présentent au sein de la société et à trouver des solutions qui sont des solutions justes. On peut se souvenir, ne serait-ce que simplement sur le port du masque. Je ne vais pas revenir avec vous sur tout ce que ça a occasionné, jurisprudence et normes adoptées, mais on sait que les difficultés ont été prégnante. Et pour les personnes en situation de handicap, vous le savez probablement, mais les situations étaient particulièrement compliquées. Savoir si elles étaient atteintes ou non de la Covid, sans possibilité d'isolement à domicile, les aidants eux-mêmes qui pouvaient être touchés, et on sait à quel point les difficultés rencontrées ont été complexes et les solutions à trouver difficiles à apporter. Sur cette question de la temporalité, je m'arrête sur un dernier point. C'est une question qui a été posée, vous voyez, cette année par un député, Monsieur Lefebvre, et qui portait sur le délai de réponse des MDPH aux questions qui sont posées par des personnes en situation de handicap. Et le constat qu'il effectuait, c'est que ces délais sont longs et vont au-delà des 4 mois réglementaires qui sont fixés donc, au sein du Code de l'action sociale et des familles. Et je vous mets ici, vous voyez, quelques délais qui sont constatés, qui vont au-delà de ces 4 mois et qui sont là aussi variables. Et d'ailleurs, le constat qui est fait, c'est qu'on a aussi une dimension territoriale prise en compte justement, et donc on a une dimension connexe à ces deux approches. Pour terminer mon intervention, 2 petits mots. Le premier, je vous ai parlé des difficultés liées à la dimension numérique et à l'intelligence artificielle. Il y a peu de temps, j'ai assisté à une conférence dans laquelle il y avait des employeurs qui évoquaient l'emploi des personnes en situation de handicap et qui, avec délectation, justement, faisait référence à tout ce que peut apporter l'intelligence artificielle. Il me semble qu'il faut être prudent, et nous parlions de questions d'éthique, par rapport à cette utilisation, parce que c'est très bien de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle ou des algorithmes, mais je vous parlais d'une dimension déshumanisée. Il ne faudrait pas qu'à terme, justement, les choix qui peuvent être effectués, par exemple, pour des employeurs, par rapport à des personnes qui pourraient candidater et qui sont en situation de handicap, soient uniquement guidés par des algorithmes ou par l'intelligence artificielle. Et juste un dernier point, et je conclus sur ces mots, la Défenseure des droits a publié un rapport récemment, je vous l'ai dit, sur les 20 ans de la loi du 11 février 2005, et juste très succinctement et très simplement, elle explique 2 points notamment, et je trouve qu'elle a tout à fait raison, et ça peut paraître comme étant une lapalissade, mais le premier, c'est une meilleure application des droits. Évidemment, c'est ce vers quoi nous devons tendre. Et le deuxième point, c'est que des données fiables sur le handicap sont absolument incontournables à cette fin. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté.